Vous écoutez Duo de Plume. Vous écoutez le podcast littéraire Duo de Plume, je suis Cyril. Et je suis Catherine. Comment vas-tu, Catherine ? Ça va bien, je te remercie. Et toi ? Magnifiquement bien, je suis toujours ravi de faire ces enregistrements, c'est toujours un bon moment. C'est bien vrai. On a prévu pour ce numéro de poursuivre notre discussion sur les newsletters, puisqu'on a fait un premier épisode sur les newsletters qui était relativement technique avec la définition de ce que c'est, à quoi ça peut nous servir, et puis on a parlé un petit peu des plateformes, mais on n'a pas eu le temps d'aborder tout ce qu'on voulait discuter sur les newsletters, justement. Oui, là, on avait envie d'aller un petit peu plus dans le détail, de partager nos expériences en ce qui concerne vraiment une sorte de guide, enfin guide si on veut bien, mais en tout cas nos expériences d'un point de vue plus pratique, à savoir comment on fait. Maintenant qu'on sait qu'on a notre newsletter en place, qu'on a choisi notre plateforme, on s'est débarrassé entre guillemets de tout l'aspect technique, comment est-ce qu'on recrute des abonnés, comment est-ce qu'on design la newsletter, et puis qu'est-ce qu'on met dedans surtout, qui est toujours une grande source d'angoisse. Qu'est-ce qui va intéresser mes lecteurs, oui. Ouais, et je crois que, abonnés. Je sais pas ce que tu en penses, moi souvent quand je discute de ce sujet-là avec les auteurs, qui a un sujet qui les motive de plus en plus avec l'actualité sur les réseaux sociaux, où les réseaux sociaux, il y a de moins en moins de visibilité, il y a aussi toutes les polémiques politiques et donc éthiques peut-être, qui font que les écrivains et les autres créateurs de contenu, comme on dit, cherchent de plus en plus une alternative. Mais ce qui arrête un petit peu souvent les auteurs, c'est la peur de ne pas savoir quoi dire dans leur newsletter. Oui, il y a deux composantes. Il y a le côté technique, est-ce que je vais y arriver ? Parce que c'est un des gros points forts de ces réseaux sociaux / réseaux commerciaux, c'est la facilité d'utilisation, la facilité, en tout cas au départ de ces plateformes, d'atteindre un certain public. Tu parles des réseaux sociaux. Je parle des réseaux sociaux. Et puis ça, c'est en train de vraiment changer. Les algorithmes font que t'as beau avoir 1000 abonnés, tu vas toucher sur une publication 100, 200, 300, parfois 500 de tes abonnés, et on a ce problème de visibilité. Et puis, l'actualité fait qu'effectivement, il y a toutes ces controverses plus ou moins politiques, tout est politique on va dire, mais qui nous amène à essayer de trouver une solution plus indépendante. Donc la newsletter est un bon outil pour faire ça. Après tout, on peut très bien l'héberger soi-même, même si on en a parlé à l'épisode précédent, c'est quand même mieux d'utiliser une plateforme pour plein de raisons, et notamment des raisons techniques. Et effectivement, si la plateforme... l'hébergement soi-même est peut-être, moi, de mon point de vue de non-geek, un petit peu plus compliqué. Mais après, même si on reste sur la plateforme, comme on l'avait déjà évoqué dans le premier épisode, bien sûr, la plateforme ne nous appartient pas, mais la liste d'emails que les abonnés nous ont confiés, on peut la garder et éventuellement la transférer sur une autre plateforme si à un moment donné il y a une difficulté ou une envie de partir. Donc ça, c'est une liberté qui est quand même très précieuse. Parce que les réseaux sociaux, si ça s'arrête, on est obligé de repartir de zéro, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une liberté qui n'existe pas sur les réseaux sociaux commerciaux. Il y a un réseau où on peut exporter et retrouver nos contacts, c'est tous les réseaux sociaux décentralisés basés sur le fait divers. Donc les réseaux actuels, c'est principalement Mastodon, mais aussi Blue Sky qui commence à être à s'intéresser à ces technologies, même si et pour l'instant ils sont encore centralisés. Mais techniquement, il est possible de raccrocher Blue Sky à tout cet univers décentralisé. Et puis c'est le cas de certaines plateformes de newsletters, par exemple la plateforme que j'utilise, Ghost, pour les newsletters, qui héberge aussi mon site d'auteur, est en train d'implémenter une façon de se raccorder à ces réseaux décentralisés comme Mastodon, etc.
Donc il y a toute une migration, c'est pas encore fait, et c'est pour ça que ça garder un outil qu'on contrôle vraiment, avec une liste de contacts qu'on contrôle vraiment, c'est un gage d'indépendance, un gage de contacter réellement les gens qui s'intéressent à ce qu'on publie, à ce qu'on dit finalement. Et oui. c'est l'intérêt de ces newsletters. Et puis peut-être avoir un contenu en fonction de ce que chacun décide de mettre dans sa newsletter, et ça on va en parler, mais un contenu peut-être un peu plus qualitatif que sur les réseaux sociaux où on est limité, même si on fait du contenu qualitatif, on est limité par le nombre de signes, ça privilégie peut-être davantage les visuels, enfin je pense notamment à Instagram, et nous, on est quand même des gens de l'écrit, donc moi, je trouve plus de plaisir à préparer ma newsletter, même si ça me prend beaucoup plus de temps que de faire un post sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'est vraiment plus gratifiant pour moi, enfin, je m'éclate davantage, et puis je pense que... Je pense pour tes lecteurs aussi. Abonnés de la newsletter. J'espère. Alors, donc rentrons dans le vif du sujet. Le premier point, c'est peut-être... la question du recrutement, de comment est-ce qu'on fait pour trouver des abonnés une fois qu'on a fait le tour de la famille. De la famille, j'allais supplier notre conjoint. Et des copains auteurs. Exactement. Éventuellement. Oui. Donc on démarre en général avec un petit noyau de peut-être quelques dizaines d'abonnés qui sont des abonnés soutenants, mais pas toujours d'ailleurs les plus intéressés, les plus qualifiés entre guillemets, mais en revanche la base précieuse qui nous soutient quoi qu'on fasse. Après, ce qu'on a envie d'obtenir avec une newsletter, c'est d'agrandir la foule des gens qui nous lisent. Donc comment fait-on ? Comment fais-tu ? Cyril. C'est la bonne question. Et le premier réflexe qu'on va avoir malheureusement, c'est de retomber sur les réseaux sociaux et de compter dessus pour essayer d'amener les gens à vouloir s'abonner. C'est un réflexe qui existe parce qu'on a depuis une dizaine d'années ou vingtaine d'années, ça dépend des réseaux auxquels on est abonné, acquis ce réflexe, c'est que c'est devenu très familier et que c'est le premier truc auquel on va penser quand on se dit si je veux toucher large, je vais faire une publication sur un réseau social pour amener les gens vers ma newsletter. Et ça reste un moyen possible avec les limitations qu'on a données en introduction. C'est-à-dire qu'on est de toute façon soumis à cet algorithme, que ce post il va pas forcément être vu par autant de personnes qu'on l'espère. Alors, oui. Et puis, je vais nuancer, parce que moi, je me suis aperçue de quelque chose de tout bête. C'est pas le tout de dire ça, mais c'est aussi, faut le faire peut-être. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont une newsletter et qui n'en parlent jamais. Voilà. Donc c'est bien sur la théorie de dire oui sur les réseaux sociaux, et je pense que tu poses la question à 100% des gens qui ont une newsletter, ils disent ouais j'en parle sur les réseaux sociaux, et regarde vraiment, est-ce que t'en parles sur les réseaux sociaux? Et en tout cas, moi, je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais une newsletter, j'en parlais très peu sur les réseaux, pas de façon explicite, et finalement le seul moyen, alors j'avais l'impression que le seul fait de faire un lien dans la bio, notamment Insta, je suis désolée pour les autres réseaux, moi je suis essentiellement sur Instagram, mais je pense que sur les autres réseaux c'est pareil. Dans la bio, tu peux faire des liens, et tu peux faire des liens. Moi, j'ai un Linktree, c'est-à-dire qu'un seul lien qui ouvre une petite page. Quand je me lance dans les descriptions techniques, c'est assez terrible. Après, tu vas dire mieux. Mais pour les gens qui ne connaissent pas le Linktree, c'est un seul lien, Linktree / Catherine Roland. On clique dessus et puis on se retrouve avec une page avec plusieurs boutons et qui peut envoyer vers mon site internet, vers ma page livre Amazon, vers mes éditeurs et vers ma newsletter. Donc moi, j'avais que ça. Et je me disais, ok, c'est bon, je fais la promo de ma newsletter sur les réseaux sociaux puisque c'est dans mon Linktree. Ouais, mais non. Et je pense que avant de dire ouais ça marche pas très bien et les gens me trouvent pas par les réseaux sociaux, faut peut-être en parler quoi. Et moi maintenant, alors je fais un petit peu différemment dans ma stratégie, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un article, alors l'avantage c'est aussi que comme maintenant je suis sur Substack, donc mon article
est accessible, même après l'envoi de la newsletter. Mais à chaque fois que je fais un article, je partage un post qui est juste consacré à cet article, avec le titre de l'article, etc., le lien. Enfin, le lien sur Insta, c'est dit allez voir dans la bio pour avoir votre lien. Je le mets en story avec le lien et je parle régulièrement de ma newsletter. Et même dans les posts qui ne sont pas consacrés à la newsletter spécifiquement, j'essaye de toujours le mentionner à un moment donné, de ramener le truc, tu vois, de dire vous voulez plus d'infos, bon là j'ai un roman qui va bientôt sortir, je vais parler de ce roman, et puis je vais dire si vous voulez avoir toutes les news avant la sortie, des extraits en avant-première, des articles sur le making of, etc., à ce moment-là abonnez-vous à la newsletter. Et je suis pas persuadée que les auteurs le fassent, alors que c'est un moyen qu'on a tous. Et c'est dommage de ne pas s'en servir. C'est là que tu dis un truc. Bon, voilà. Non, en fait, tu nuances pas du tout. Ça va dans le sens de ce que je disais. C'est-à-dire que c'est une des possibilités. Non, je nuance pas, mais je précise que voilà, c'est pas juste le fait de l'avoir... la newsletter mentionnée quelque part dans un coin de tes réseaux et de jamais en parler. Parce que, comme tu disais, l'algorithme, le problème aussi, c'est qu'il montre pas tous les posts à tous nos abonnés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu tout le temps tendance à oublier. Donc, on va des fois s'auto-censurer en se disant « Non, mais je vais pas en parler à chaque fois de ma newsletter, je vais saouler les gens. » Et puis non, parce que tu vas multiplier tes chances pour qu'ils voient passer le message. Et donc, alors, il faut pas... non plus se contenter de faire des posts en disant abonnez-vous à ma newsletter, de même qu'il ne faut pas faire des posts en disant achetez mon livre, brut comme ça marche pas, et effectivement ça saoule les gens, mais si tu l'agrémentes et tu leur expliques pourquoi, parce que ça je pense que c'est aussi un point fondamental pour trouver les abonnés, il faut leur expliquer ce qu'ils vont y trouver dans cette newsletter, il faut leur faire envie, il faut la pitcher, je pense, pitcher son contenu. Ça, c'est vrai, quel que soit l'endroit où tu essaies quelque part de recruter ou de proposer aux gens qui s'abonnent. Donc ça va être vrai sur les réseaux sociaux, mais ça va être vrai aussi probablement sur ton site. Il faut que tu pitches ta newsletter. Oui. Quel va être généralement le contenu, et puis qu'est-ce que vous allez y retrouver comme plus-value, pourquoi en gros ça peut vous intéresser. Oui, grosso modo la pitcher. Mais ça fait du coup déjà 2 pistes, puisque si tu disposes d'un site d'auteur, tu peux faire la promotion de ta newsletter dans ce sens-là, et puis éventuellement sur tes réseaux sociaux. Et même si t'as pas de site d'auteur, tu peux quand même faire une landing page avec la plupart des plateformes, c'est-à-dire tu peux quand même avoir juste une page d'atterrissage en français où tu fais exactement ça, c'est-à-dire tu dis pourquoi vous abonner à ma newsletter indépendamment d'un site internet que tu aurais, et où tu détailles qu'est-ce que tu vas offrir à tes abonnés, pourquoi est-ce que pour eux c'est intéressant de s'abonner. Et ça, tu peux le faire dans tous les cas, je pense. Bon, on a juste un problème de vocabulaire, parce que pour moi, une landing page, c'est une fois que tu es abonné, tu atterris sur la landing page avec les choses que tu proposes. En gros, tu cocoones ton nouvel abonné en l'amenant sur une page qui va peut-être lui proposer du contenu supplémentaire, peut-être lui proposer des goodies, peut-être lui proposer les dernières publications de ta newsletter. Y a pour moi, c'est l'email de bienvenue, ça. Mais après, tout est question de vocabulaire. Ouais. C'est... Mais vas-y. Non, mais alors, bon, du coup, parce que on est dans ce que tu décris, on est sur l'abonné a déjà fait la démarche. Là, on est un petit peu après. Mais je t'en prie. Mais c'est une question de vocabulaire, parce que tu peux appeler ça comme tu veux, en fait, mais il faut qu'il y ait quelque part une page qui fasse la description de ta newsletter avec l'avantage qu'il y a à s'y abonner, les contenus attendus, ce genre de choses. Et une fois, ne pas oublier que ce que vous promettez, il faut le tenir.
et que ce qu'il y a dans la newsletter, ce que vous promettez à votre futur abonné, il faut qu'il le retrouve effectivement. Donc, je pense que c'est important aussi que la page... Bon, alors je ne sais plus comment l'appeler si on ne l'appelle pas la landing page, mais une fois qu'il a... les gens ont compris. Voilà, le truc qui l'amène à la description un peu plus précise de pourquoi t'abonner. Si tu dis que tu vas faire un mail toutes les semaines, il faut faire un mail toutes les semaines. Si tu dis que tu vas parler tu vas faire du contenu exclusif, faut le faire. Parce que sinon, après, les gens, c'est une chose. Souvent aussi, ce à quoi on pense, c'est qu'on se dit « Ok, je veux des abonnés, je gonfle ma liste d'abonnés, je suis super content, j'en ai 100, 200, 300, etc. » Mais après, il faut les garder, quoi. C'est aussi le challenge et c'est quelque chose qui doit rester en tête. Je pense que... Parce qu'il y a, à mon avis, quelque chose qui est extrêmement important vis-à-vis des abonnés. C'est important de recruter, mais c'est encore plus important de garder les abonnés qu'on a et de les satisfaire, je pense. Et ça, quelquefois, on peut aussi perdre de vue. Donc ça rejoint ce qu'on disait dans le premier épisode sur les newsletters. C'est deux choses. À la fois, c'est une sorte de contrat de confiance avec l'abonné. Oui, donc ça rejoint ce que tu dis. Si tu fais des promesses quant au contenu, quant à la régularité, il faut les tenir, tout simplement. Ça vous enferme pas dans un schéma, c'est-à-dire que vous avez le droit de changer le format, vous avez le droit de changer les contenus, il faut juste l'annoncer et modifier la page qui annonce la newsletter en fonction pour que ça corresponde pour un nouvel abonné à ce qu'il attend justement. Puis pour les anciens abonnés, quand tu fais des changements qui sont majeurs, c'est l'occasion d'écrire une newsletter et de les prévenir simplement. Exactement. Donc il y a ce contrat de confiance et c'est la monnaie de base de ces newsletters, c'est ça. C'est quelque part donner plus, mais surtout que l'abonné se sente en confiance avec toi, avec le contenu que tu vas donner, de manière à pas le décevoir. Absolument. Donc on a parlé de bien la faire connaître, donc on avait dit les réseaux sociaux, la vraie vie. Je pense que oui, on peut en parler quand on fait des rencontres. Toi et moi, on fait des salons, des marchés, ce genre de choses. Oui, n'hésitez pas à mentionner, à donner la possibilité aux gens. Moi, c'est vrai que sur les salons, alors moi, je fais pas mal de salons et de dédicaces. Assez souvent, je mets même une petite... mais même pas, un petit papier où les gens peuvent s'inscrire, en fait. Et, tu mets un QR code ? Oui, j'allais dire non, tu me connais, machin. Non, si, en plus, j'ai un QR code. Alors, pas sur la petite carte, parce qu'en fait, moi, j'ai les deux choses. C'est-à-dire que des fois, s'ils sont super motivés, je leur fais écrire leur mail et puis c'est moi qui les inscris. Comme ça, je suis sûre qu'ils le font, puisqu'ils m'ont donné leur mail papier. Mais sinon, j'ai le QR code. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je pense est super important. Moi, j'ai des flyers et j'ai des marque-pages. Alors, les marque-pages, en général, je les glisse dans les livres quand les gens les prennent. Quand ils sont vraiment, vraiment très sympas et qu'on a discuté, je leur donne même s'ils ne prennent pas le livre. Et puis sinon, pour les gens qui passent et qui sont un peu intéressés, j'ai des flyers où j'ai un QR code pour s'inscrire. Ouais. Et ça, je pense que c'est des choses faciles très faciles à mettre en place. Et il y a quand même beaucoup de gens, enfin je vois sur Salon, il y a quand même énormément de gens qui prennent les flyers. Alors c'est difficile après de savoir parmi ces énormément de gens ce que deviennent les flyers et s'il y en a effectivement... Alors quand on veut pousser vraiment le truc, qu'on est un peu geek comme toi, on peut faire des QR codes, je crois, différents pour savoir après quand les gens s'inscrivent d'où ça vient. Alors moi je dois dire, tu fais ça toi ? Non. Ouais, moi non plus, je pousse pas le truc. Par flemme. Ouais, non, mais c'est... Alors moi, par incompétence et flemme. Je suis auteur, je suis pas marketeur, comment on peut dire ? Je crois qu'on dit ça, c'est moche, mais je crois qu'on dit ça. Je suis pas publicitaire, donc c'est des choses qui m'intéressent, mais j'ai pas de temps à plus que ce que je peux faire dans 24 heures, et du coup, je dois faire des choix. Et c'est un choix que j'ai pas fait. Ouais, bon, disons après le truc, c'est que si on part dans ce choix-là, le corollaire de ça, c'est étudier ses stats, regarder d'où ils viennent, affiner, enfin. Mais là, on prend un peu d'avance parce qu'on est toujours sur le recrutement, ouais. Et là, on parle de les garder, mais oui. Donc, tu as raison. Alors, les réseaux, en parler autour de nous lors des événements, lors des rencontres avec les lecteurs, lors des salons, des marchés, tout ce qu'un auteur pourrait éventuellement faire. Le mentionner sur les romans.
Pardon. Avoir une page, je résumais en fait. Oui, avoir une page sur le... Complètement décousu. Avoir une page sur son site, si on en a un, ou ce que tu appelles une landing page, c'est-à-dire une page mais qui est fournie par l'outil de la newsletter, qui permet aux gens d'apprécier ce qu'il y aura dans le contenu. Dans les romans. Dans les romans. Ouais, alors moi je sais que sur les... Alors, dans les romans, si vous êtes auto-édité, c'est simple parce que vous faites ce que vous voulez. Oui. Et puis, du coup, vous pouvez mettre à la fin de votre roman les références des endroits où on peut vous trouver sur Internet, donc éventuellement les réseaux sociaux, votre site et votre newsletter explicitement mentionné avec l'adresse exacte. Après, en maison d'édition, tout dépend si la maison d'édition est OK avec ça. Moi, j'avoue que j'ai jamais eu de problème pour que ce soit mentionné. Je crois que sur mes romans en maison d'édition... alors, je sais plus si ma newsletter... C'est peut-être pas ma newsletter, c'est peut-être mon site. Mais c'est juste parce que j'ai demandé qu'on mentionne mon site. Mais je pense que après, généralement, quand on a des bonnes relations avec son éditeur, il n'y a pas de problème. Enfin, ils sont soutenants pour... ça reste de la com, et toute la com que fait l'auteur, c'est quelque chose qui, de manière plus ou moins indirecte, va profiter aussi à l'éditeur. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander, et c'est vraiment important que ce soit mentionné sur les romans, qui sont quand même notre premier outil. Enfin, nous, en tant que lecteurs, quand on a aimé un roman, enfin moi, maintenant, on est tellement à l'ère de la communication avec des auteurs dont on sait qu'ils sont accessibles, qu'à la fin du roman, moi, si je vois que l'auteur, il a un site et que j'ai vraiment aimé, je vais aller sur son site pour aller voir ce qu'il a écrit d'autre, etc. Et puis peut-être m'abonner à la newsletter si elle pop tout de suite sur le site, parce que ça aussi, il ne faut pas qu'elle soit coincée dans un coin du site tout perdu, je pense que ça... Alors après, tout dépend de la stratégie qu'on met en place par rapport au site, mais je crois que c'est important que très vite... Alors moi, j'ai un pop-up, alors on est pour ou contre les pop-up, c'est les petits... Quand vous allez sur un site, c'est le petit... Je déteste les pop-up. Alors, oui, mais moi aussi, je déteste les pop-up. Alors pourquoi t'en mets un sur ton site ? Parce que ça fonctionne, en vrai. Et je le mets, alors j'en mets un seul. Il s'ouvre pas immédiatement, il s'ouvre au bout d'un petit moment, et tu le fermes et c'est fini. Non, mais je te parle de mon vécu. Ouais, mais t'es déjà inscrit à ma newsletter, donc ça va. Non, mais d'un point de vue utilisateur, je commence à lire quelque chose, tu m'as embarqué, je continue à lire et boum, j'ai un truc dans la gueule. Oui. Bah non, désolé. C'est le genre de truc qui si je suis border, je vais peut-être rester, mais si j'étais pas vraiment sûr de m'abonner, qui va me faire quitter le site. Donc c'est des choix à faire en tout cas. C'est des choix à faire. Après, moi j'avais écouté, en écoutant pas mal de podcasts ou en lisant pas mal d'articles sur ce point précis, les études montrent que c'est une minorité qui fait comme ça. Et ça marche, sinon ce serait pas utilisé. Oui, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire que je fais le choix. Je n'en ai aucune. Non, c'est pas ce que je veux dire. Sur mon site, je fais la même promo pour ma newsletter que toi, mais c'est pas le format pop-up. Ouais. Par exemple, au milieu de mon texte, tu as un paragraphe qui est mon texte d'article ou de newsletter. Tu as un paragraphe qui est un lien vers la newsletter, comment s'y abonner, et après on reprend. Et je trouve ça plus naturel, parce que tes yeux peuvent très bien sauter si t'as pas envie de lire, abonnez-vous, etc. Et continuer la lecture de ton article de manière très fluide. Et puis j'en ai un à la fin aussi, puis j'en ai un au début aussi, donc un paragraphe d'incitation à s'abonner. Donc il y en a beaucoup, quelque part, un au début, un à la fin, un au milieu, mais ils sont faciles à sauter. Quand tu me forces un pop-up d'un point de vue utilisateur Internet dans la figure, pour le faire disparaître, je dois faire une action. Oui. Et ça, moi, ça un peu comme tu ferais une erreur, un anachronisme dans ton roman qui va te sortir de l'histoire parce que qu'est-ce que ça fout là ? Et ça te dégage de ton fil de pensée, etc. Et je trouve que c'est plus élégant de le faire comme ça. C'est vraiment personnel et c'est vraiment une question de choix. Alors, totalement. Je pense que... Vous avez le choix de faire les deux. Vous avez le choix de faire les deux, mais sachez que ça existe. Enfin non, ne faites pas les deux. Ne faites pas comme moi et le pop-up. C'est trop invasif. Tu vas te marrer, mais moi je fais, en fait. Mais moi je suis hyper invasive comme fille. Mais moi j'ai le pop-up sur mon site, et après j'ai en fait lié
C'est-à-dire que sur mon site, quand tu cliques sur l'onglet blog, ça t'emmène sur mon blog Substack. Ah oui, mais c'est pas au même endroit du coup. Oui, mais pour l'utilisateur, c'est limite au même endroit parce qu'après, et quand il va lire l'article, comme toi, dans l'article, parce qu'en plus sur Substack c'est relativement facile, il lit l'article qui est aussi ma newsletter, mais donc comme je le disais, on peut lire les anciennes newsletters qui sont sous format blog, et au fil de l'article, comme toi, je fais des petits encarts avec tu aimes ça, abonne-toi. Enfin, moi, je vous vois les gens personnellement, donc vous aimez ça, abonnez-vous. Et à différents endroits, en effet, de l'article. Et je suis complètement d'accord, c'est moins invasif, mais je fais un peu les deux. Bon, après, c'est pareil, il faudrait pouvoir... J'aime bien parce que tu regardes le temps, je me dis, il va falloir faire un épisode 3. Je regarde et le temps et la technique, c'est-à-dire les niveaux d'enregistrement. Donc, d'accord, fais-moi des signes. Tu devrais être habitué, on est à la saison 2. Oui, mais je sais, non, mais alors je sais ce que tu fais, mais je me dis, mince, on est toujours dans le premier point. Donc bref, voilà. Le freebie, on peut parler, il faut quand même mentionner le freebie ou leader magnet ou un truc français, un cadeau. Cadeau, ça marche bien. Cadeau, ça marche bien. Donc, qu'est-ce que le freebie ? C'est moi qui dis ou... Ok. Ah, comme tu veux. Je sais pas. Alors moi, ma conception, c'est une valeur ajoutée qui va inciter un abonné potentiel à s'abonner en contrepartie de son email. Il va recevoir un cadeau qui peut être d'une forme ou d'une autre. Ça va, en général, c'est pas quelque chose de matériel, c'est plutôt quelque chose de virtuel. Ça peut être un extrait inédit, ça peut être une nouvelle inédite, voire un premier roman d'une série complète, gratuit. Donc un bouquin complet, pourquoi pas. Tout dépend un peu de votre catalogue de livres et de à quel point cet abonné vous est précieux ou pas en tant qu'auteur. C'est ça, et puis tout dépend aussi de ce que vous faites. Si vous faites seulement de la fiction, ça va être un petit peu ce que tu as cité. Alors ça peut être aussi pour les auteurs, par exemple, de fantasy, pourquoi pas offrir une carte de l'univers ou des illustrations, ou s'il y a des illustrations dans le roman. Pour les auteurs qui font aussi de la non-fiction, parce qu'il y en a qui font aussi pourquoi pas des conseils aux auteurs, des méthodes, ça pourrait être un petit guide de comment écrire, je sais pas, un polar, ou selon votre univers et selon votre domaine de compétences, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec vos abonnés, en sachant garder quand même à l'esprit qu'il faut que le cadeau que vous offrez ait une cohérence par rapport à votre univers. J'entends par là, si vous avez écrit dans votre jeunesse une nouvelle de romance, et puis que tous les romans que vous avez publiés... c'est du gore. C'est du gore, ça joue pas. C'est-à-dire que vous allez envoyer complètement un mauvais message, vous allez offrir ce roman romantique, donc vous allez avoir tous les lecteurs de romance qui vont être ravis, et puis après quand ils vont aller dans votre catalogue en se disant j'ai beaucoup aimé la plume de cet auteur, j'ai envie d'acheter un de ses romans, et ils vont voir qu'il n'y a pas de romance, vous avez raté votre coup, et puis c'est certainement des gens qui se sont abonnés à la newsletter qui vont se désabonner, parce qu'en fait ils ne sont pas intéressés par votre univers, donc attention à ça. Mais du coup on touche dans tes propos un point qu'on abordera peut-être plus tard, parce que là on parle du recrutement, mais on est des êtres complexes, et alors toi et moi on écrit dans plusieurs genres par exemple, donc on peut se poser la question, est-ce qu'on doit faire une newsletter généraliste qui concerne les gens qui aiment l'univers de Catherine, ou est-ce qu'on fait une newsletter pour les gens qui ont aimé tes policiers, une newsletter pour les gens qui aiment Emma et le côté fantastique, farfelu, et une troisième newsletter pour les auteurs qui veulent apprendre à comment on fabrique un truc comme tu fais, quoi. Et la question se pose réellement, et à quel point on veut différencier les choses. Mais ça rend le système assez complexe. Ça le rend complexe, c'est exactement la même question qu'on a déjà abordée dans d'autres épisodes sur la première saison, de prendre un pseudo, et puis éventuellement pourquoi pas de scinder
ces univers et les genres dans lesquels on écrit avec des pseudos différents et avec vraiment deux écosystèmes différents, avec sur les réseaux sociaux deux profils, deux sites. Le problème alors, c'est idéal. Je pense, c'est idéal. Le seul problème, c'est un problème de temps. C'est-à-dire que faire... moi, ça voudrait dire que je dois faire en gros 3 newsletters. Je ne peux pas matériellement faire 3 newsletters différentes. En revanche, donc je le fais clairement pas. En revanche, il est clair que ce qu'il faudrait dans l'idéal et que je fais pas non plus, c'est-à-dire que moi j'ai un cadeau offert à l'inscription de la newsletter, qui est une nouvelle qui est une espèce de préquel aux Inexistants, mon premier roman noir. Maintenant, là, je suis dans la promotion de ma nouvelle série d'urban fantasy Aurélien Loiseau. Dans l'idéal, il faudrait que ma newsletter, j'offre une nouvelle peut-être d'urban fantasy. Ça serait plus cohérent par rapport à mon actualité, puisque ma newsletter s'adresse à tout le monde. Et je l'ai pas fait. Mais en revanche, depuis, ça fait 4 ans que ça fait 4 ans à peu près que j'ai une newsletter. J'ai changé plusieurs fois le cadeau que j'offrais. Et j'ai affiné, c'est-à-dire que en fait, la newsletter qui est là actuellement, je l'avais proposée un peu avant de sortir Les Inexistants. Maintenant, c'est vrai que pour les lecteurs qui vont me découvrir soit par Emma Paddington, soit par Aurélien Loiseau, le nouveau, la nouvelle que j'offre sera peut-être pas une nouvelle qui sera... c'est pas dans la même, dans le même genre, quoi. Après, voilà. Voilà. On vous donne des conseils qu'on ne suit pas, quoi. En gros. Non, pas vraiment, parce que on y est tous, enfin, tous les auteurs qui sont dans plusieurs genres vont y être confrontés. Oui. C'est un choix qui semble raisonnable. On n'a pas un temps infini. C'est même la ressource la plus précieuse, à mon sens. Et donc, on veut à la fois écrire, contenter nos abonnés à la newsletter, et on ne peut pas écrire 3, 4, 5 newsletters, sauf si on écrit très très vite. Oui. Et on probablement perdra un petit peu en qualité. Mais donc, faire ce choix d'être généraliste, si tu t'intéresses à Catherine, tu t'intéresses à son univers au complet, et ça veut dire qu'elle écrit du noir, mais aussi qu'elle écrit de l'urban fantasy, et peut-être que tu tourneras vers d'autres choses dans l'avenir, qui sait. Faut juste l'annoncer clairement dans j'allais dire les statuts, dans la promotion de la newsletter, que c'est un truc généraliste et que tu vas parler de tout ce que tu fais, que ça soit du noir ou de l'urban fantasy. Ce que tu peux même faire, c'est tes freebies, les cumuler. Oui. Et parce qu'après tout, ils sont faits pour. Tu as fait ce choix. Pourquoi retirer le préquel alors que tu pourrais donner les préquels, et puis peut-être tu vas même polliniser des lecteurs du genre urban fantasy qui vont te découvrir et aimer le côté un peu noir, oui. Et vice versa. Pourquoi pas. Et puis si tu offres les deux, les gens ils vont choisir, en gros. Donc pourquoi pas, c'est une possibilité. Alors c'était presque plus, je l'avais pas fait précédemment, c'était une histoire un peu technique, je crois que c'était un peu compliqué sur ma plateforme précédente de mettre 2 pièces jointes, ou voilà, il y avait une histoire comme ça qui m'avait un peu arrêtée, je sais plus laquelle, mais en effet ce serait possible maintenant avec Substack. Enfin, Substack ne permet pas directement d'envoyer un freebie. En fait, j'ai contourné le problème justement dans ce que tu appelles une landing page et que j'appelle un email de bienvenue. C'est-à-dire, une fois que vous êtes inscrit, vous validez votre inscription, vous recevez un mail pour confirmer. Une fois que vous avez confirmé, vous recevez un mail de bienvenue où ça vous envoie directement sur une page, qui est la première lettre une fois votre inscription faite, où on vous remercie de vous être inscrit. Alors moi, je sais que sur ce mail de bienvenue, j'explique, comme tu le disais tout à l'heure, à quoi s'attendre, ce que le lecteur va recevoir tous les 15 jours, le contenu de ma newsletter, et je mets un lien, parce que sur Substack, on ne peut pas mettre de pièces jointes en fait, dans ce mail. Donc moi, j'ai mis un lien qui renvoie sur mon site, où on peut lire directement en ligne la nouvelle. Ça pourrait très bien être un lien qui amène vers
la pièce jointe que tu veux télécharger. Oui, c'est possibilisé. Tout est possible. Est-ce que tu vois d'autres façons de recruter ou d'amener les gens à s'abonner? Alors moi, j'ai entendu assez récemment sur un podcast, je suis navrée, je ne sais plus lequel, peu importe, une idée que j'ai trouvée assez sympa, qui peut être mise en place en salon quand on fait des salons avec des copains auteurs. Alors en plus, toi comme moi, on fait partie du Gaelic et on fait assez souvent des dédicaces en groupe, ou si vous êtes sur salon avec des gens dont vous savez à l'avance que vous allez être près d'eux et que vous les connaissez, c'est de faire une possibilité de concours pour gagner des cadeaux. Et chaque auteur, par exemple, met son livre, offre un exemplaire de son livre. Donc, admettons, vous vous mettez à 3 ou 4 auteurs, chacun offre son livre, et il y a une espèce de tombola, et les gens peuvent s'inscrire en échange de leur adresse email, en sachant que ils sont OK pour recevoir les newsletters de tous les auteurs qui participent, et l'un d'eux gagnera le lot à l'issue du salon. Alors j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que ça permet de découvrir divers auteurs. Les gens sont toujours assez contents qu'on leur propose de gagner quelque chose. Tout ce qui est tombola, tout ce qui est loterie, c'est quelque chose qui marche bien. L'écueil, à mon avis, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont s'inscrire uniquement pour le concours et qui vont se désinscrire après. Et c'est le jeu, et je pense que ça, il ne faut pas se formaliser. Surtout qu'ils se retrouvent, s'il y a 5 auteurs, ils s'inscrivent à 5 newsletters, donc ça peut faire beaucoup. Mais à vous de jouer après pour que la personne qui s'est inscrite... si la personne s'est inscrite, c'est quand même qu'elle est intéressée par la lecture, a priori. Si vous offrez, évidemment, si vous offrez un téléviseur couleur, c'est différent, mais je vous encourage vivement à offrir votre roman ou quelque chose un peu dans l'univers. Donc c'est quand même qu'elle est de base un tout petit peu intéressée, et à vous, après, de la convaincre de rester. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant comme idée. Oui, puis c'est un concept qui est largement répandu dans d'autres, pas que pour les newsletters, je veux dire, ça existe des regroupements d'auteurs pour vendre des bundles. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un mot français? Des lots? Des lots de livres, donc on peut faire un lot noir et proposer à la vente à un prix un peu plus discount 2-3 bouquins d'auteurs différents. Et puis, ça permet de les faire connaître. En général, t'en as un qui est un peu plus connu ou une qui est un peu plus connue, puis ça entraîne, ça amène à faire connaître les autres. Donc, c'est des choses qui se font déjà. Donc, oui, alors à la vente, et puis là, c'est un cadeau. Donc, c'est encore. Mais effectivement, l'association, enfin, je veux dire, à plusieurs, on est plus fort. C'est vrai. Je pense qu'il ne faut pas voir toujours les auteurs qui sont à côté de vous en salon comme une concurrence. Je pense qu'au contraire, permettre qu'il y ait une synergie et de faire connaître par votre lectorat les voisins et vice-versa, c'est enrichissant dans tous les sens. Donc ça, moi, je voulais le mentionner, parce que je n'ai jamais mis en œuvre, parce que j'ai jamais pensé, mais je trouve que c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa à faire. Ou également proposer, si vous êtes en maison d'édition, à la maison d'édition, de faire ça, de proposer ça, de proposer un lot avec un petit concours. Puis après, en plus, ça fait un petit peu de la visibilité, parce qu'on peut faire de la pub en amont sur les réseaux sociaux, mais en disant qu'il faudra venir s'inscrire lors du salon. Donc ça, moi, je trouve ça assez chouette. Voilà. Alors, sur le recrutement, on a peut-être fait le tour. J'ai encore un point éventuel. Ce qui marche bien aussi, c'est les recommandations dans la newsletter tout à fait. Le bouche à oreille quelque part. Donc si votre newsletter elle est qualitative et que les gens sont contents d'y être abonnés parce qu'ils reçoivent à chaque fois quelque chose qui leur correspond, qui leur plaît, etc., en toute logique, ils devraient en parler autour d'eux, parce que on aime bien, comme on aime bien partager nos lectures, on aime bien du coup partager nos lectures aussi de newsletters. Et comme tu vas proposer un podcast que tu écoutes à une copine, un copain, tu peux éventuellement proposer la newsletter d'une autrice, d'un auteur. Et donc ce bouche à oreille là, il fonctionne aussi. On en revient au système de confiance, et on en revient aussi à la qualité du contenu qu'on propose, qui est primordial.
Et puis, la recommandation, c'est... alors, ça peut être facilité par les systèmes. Je sais que Substack, par exemple, oui, c'est ce que j'allais dire. Propose... tu peux choisir dans le système de recommander 1, 2, 3 newsletters que tu apprécies. Alors, il faut faire des bons choix. Hein. C'est clair qu'il ne faut pas prendre des trucs au hasard et puis s'attendre à ce que... Parce qu'il y a encore ce système de confiance. Donc, il faut faire un choix dont on sait qu'il va plaire à nos abonnés. Mais ça marche assez bien. Ghost le fait aussi. Oui. En général, la plupart des plateformes de newsletter dédiées à la newsletter le font. Et sinon, vous pouvez le faire de manière artificielle. C'est-à-dire qu'au milieu, vous pouvez vous entendre avec un autre auteur qui a un autre système qui fait pas ça, pour que sur la prochaine, vous parliez de la newsletter sur l'auteur A, vous parliez de la newsletter de l'auteur B et vice-versa. Oui, moi j'avais fait à plusieurs reprises et ça a marché pas mal. J'avais mixé finalement ce dont on parlait tout à l'heure du bundle et de la newsletter commune. On avait fait avec une auteure. Alors il faut choisir dans l'idéal quand même une auteure ou un auteur qui écrit plus ou moins dans le même genre parce que sinon ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Et j'avais fait une opération promotionnelle où on avait baissé, moi c'était sur les e-books, on avait fait pendant 3 jours après l'envoi, on s'était entendu sur envoyer la newsletter tel jour. À partir de ce jour et pendant 3-4 jours, on baissait chacune notre e-book à 50% et on avait envoyé chacune notre newsletter en présentant l'e-book de l'autre et en disant qu'on s'associait en fait sur cette opération. Donc ça permet aux followers, aux abonnés de l'autre auteur avec qui vous êtes en partenariat de vous découvrir et en plus d'avoir l'occasion de découvrir votre roman à un prix promotionnel, merci, j'ai du mal. Et c'est chouette, ça permet vraiment d'élargir un peu son lectorat avec ce qu'on appelle un peu les promotions croisées, mais via la newsletter, c'est aussi un levier qui est très intéressant, je trouve. On ferme ce chapitre. Oui. Voilà. On peut encore parler du reste de l'épisode où on n'a plus de temps, monsieur le maître du temps. On est à 40 minutes, donc on a encore du temps. Probablement ce qui est le plus angoissant pour l'auteur qui voudrait créer sa newsletter, c'est de quoi je vais parler, quoi. Enfin, moi, c'est pas intéressant. Je tape sur mon clavier. En quoi ça peut intéresser les gens, quoi. Donc, on va parler du contenu. On va parler du contenu qui est quand même le gros du... Je pense que c'est ce que les gens attendent qu'on aborde depuis le début de cet épisode. Mais alors, de quoi on parle dans une newsletter d'auteur ? C'est vrai que pour beaucoup d'auteurs, cette angoisse que tu viens d'évoquer, elle est un petit peu liée au fait qu'ils ont l'impression qu'une newsletter, c'est exclusivement pour annoncer ses nouveautés. Ou ses événements. Et puis alors l'auteur qui est en maison d'édition, par exemple traditionnelle, s'il n'a qu'une seule maison, il va avoir un bouquin qui sort peut-être tous les ans et demi, tous les 2 ans. Si c'est pas une bête de scène, je dirais, il va pas forcément faire beaucoup d'événements. Et il se dit que il aura rien à raconter. Et c'est faux. À toi. Alors, bon, vas-y. Qu'est-ce qu'on raconte ? Oui, c'est vrai que c'est la principale barrière. On se dit qu'on n'a rien à raconter, que la vie d'écrivain, c'est chiant. On passe beaucoup de temps seul à fomenter des plans dans nos têtes. En tout cas, c'est mon cas. Et la newsletter, non, ne doit pas se contenter de faire que la promo, parce que du coup, on n'est plus dans la qualité, on est vraiment dans le promotionnel, et c'est ce qu'on veut éviter. Si on veut garder les gens qui ont fait l'effort de s'abonner, qui nous ont donné leur confiance en nous donnant leur email, eh bien, il faut leur montrer, leur amener du contenu de qualité. Et du contenu de qualité, c'est quand même... Moi, je pense que c'est important de ne pas parler que de soi. Forcément, on parle de nous. Mais je pense que ce qui est important, c'est de toujours réfléchir comment est-ce qu'on parle de nous en apportant quand même de l'information et des choses qui sont utiles à notre lecteur, soit utiles, soit qui le divertissent, soit qui lui donnent
trucs et astuces pour nos abonnés qui sont aussi des auteurs, qui lui donnent de l'information intéressante pour nos abonnés qui sont des lecteurs. Et c'est pas si évident que ça, parce que je pense malgré tout que si on se contente de faire des newsletters où on dit ouais, alors j'ai écrit ce mois-ci 3000 mots, je suis super content et je suis allée souper chez la tante Joséphine et c'était vachement bien et j'ai vu au cinéma je sais pas quoi, et puis quand on rentre dans aucun détail, parce qu'il y a des newsletters qui sont comme ça et qu'on dit et toi, qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est du réseau social, en fait. C'est pas une newsletter pour moi. Donc moi, ça va pas super m'intéresser, une newsletter comme ça. Et c'est vrai qu'un contenu comme ça, c'est creux et c'est pas très utile. En revanche, si on détaille un petit peu plus, faut pas hésiter à détailler. Enfin, moi, je fais des newsletters qui font 18 km, donc tu penses que je détaille. Mais on peut dire, voilà, ce qui est intéressant, c'est pas le nombre de mots que tu as écrits. Ce qui est intéressant, c'est de dire quelles ont été tes difficultés, où est-ce que tu en es, comment tu structures, enfin de parler un petit peu de ta méthode, parce que ça, je pense que ça intéresse les gens, et puis des décisions que tu prends dans ton écriture, enfin de parler un peu des coulisses, mais en allant dans le détail, et puis en partageant avec la personne qui te lit ta méthode de travail, et puis aussi ce que toi tu ressens. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. Dans une newsletter, on se livre quand même, je trouve. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aime bien, en tout cas. C'est dire, voilà, ouais, j'ai écrit tant de mots, mais... enfin, d'ailleurs, je ne dis jamais combien de mots j'ai écrit, parce que j'en sais rien. Tiens, j'ai décidé de faire ça. Tiens, j'ai changé d'idée. Tiens, j'ai dit oui à un nouveau projet. Enfin, je pense que ça... Voilà, le quotidien, un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que tu touches un truc qu'on peut peut-être généraliser. Finalement, on est des auteurs, et quand on prend le soin qu'on prend à produire nos livres, à écrire nos livres, l'intérêt, c'est de provoquer certaines émotions chez notre lecteur. Eh bien, il faut avoir le même objectif pour nos abonnés de la newsletter. Il faut essayer de provoquer des émotions, de préférence plutôt positive, là où quand on écrit des thrillers, on va aussi provoquer des trucs négatifs, mais être dans ce relationnel de provoquer quelque chose. On peut parler du nombre de mots qu'on a écrit dans le mois, absolument, mais si on en reste là, c'est totalement neutre, ça veut rien dire pour la personne qui n'écrit pas. Totalement. Moi, si tu me dis, j'ai pondu 10 000 mots en 3 jours, je vais être effaré, mais au lecteur qui n'écrit pas, il va pas se rendre compte de la quantité que c'est, et il y a peu d'intérêt finalement. Par contre, dire j'ai écrit tant de 1000 mots et puis dire que c'était difficile et pourquoi tu voulais absolument les aboutir parce que ça te permet de passer à une autre étape du bouquin, etc. Là, on est plus dans une relation sincère, émotionnelle quelque part. Et il y a beaucoup plus d'intérêt. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre, à mon avis. Et puis, alors, pour pas s'y perdre, pour avoir à la fois pas s'y perdre soi-même, savoir quoi écrire, mais aussi pas perdre nos abonnés, je pense qu'il faut une certaine structure à la newsletter et décider un petit peu par avance, dans ma newsletter, je vais avoir un premier chapitre d'introduction, je vais avoir une partie qui parle de mon artisanat, ma façon de construire, où j'en suis de mon projet en cours. Et puis d'autres choses, ça peut être peut-être les événements un tout petit peu de promo s'il y en a pas, on va le dire. Moi par exemple, je parle aussi de notre podcast, de comment on l'enregistre, d'une anecdote ou l'autre si on en a une, de l'épisode à venir, ce genre de choses. On peut avoir partagé du contenu qu'on a aimé. J'ai lu tel et tel livre, j'ai vraiment pris mon pied à lire cette histoire de science-fiction, il faut que vous la lisiez. Un peu comme on ferait avec un copain, une copine. Ouais. Mais pareil, toujours, alors je nuance là-dessus, parce que je pense que c'est assez intéressant, effectivement, de partager. Enfin, moi, quand je suis un auteur... Il faut dire pourquoi ça t'a plu. Ouais, c'est ça. Parce que parfois, dans certaines newsletters d'auteurs, alors effectivement, la personne, elle dit « Ouais, j'ai lu tel livre, c'était hyper bien mais... » C'est pas suffisant. Et puis, quelquefois, ce que je trouve extrêmement frustrant, c'est que la personne, elle va avoir un jugement qui va pas être
extrêmement construit, puis surtout, elle va même pas parler du livre, elle va même pas présenter le livre. Je veux dire, si tu parles d'un livre que tu as lu, je trouve que raconte quand même un tout petit peu de quoi il est question. Parce que si tu dis juste mon avis, c'est que ouais, j'ai super aimé mieux le tome 2 que le tome 1. Enfin, des fois, il y a des choses comme... Oubliez pas quand même que la personne à qui vous vous adressez, elle n'est pas forcément au courant de quoi il s'agit. Donc, ça, c'est... Petite parenthèse, mais c'est important. Et puis après, je pense qu'effectivement, si on utilise ce qu'on lit ou ce qu'on voit à la télé ou au ciné pour l'analyser un petit peu d'un point de vue scénaristique, enfin, on reste des auteurs. Donc, ce qu'on va partager de nos inspirations ou de certaines œuvres qui nous touchent et pourquoi elles nous touchent, on analyse, et c'est cette analyse-là qui est intéressante à partager. Par exemple, moi j'adore quand quelqu'un va me dire pourquoi il a aimé le bouquin, quel passage, ou le livre, ou le film, etc., quel passage il a aimé, qu'est-ce que ça a provoqué, et tu prends un peu de recul et presque te dire, bon, c'est parce que je suis auteur, mais comment le réalisateur, l'auteur, l'auteur d'une certaine musique, comment il s'y est pris pour provoquer ça chez moi, ou comment j'imagine qu'il s'y est pris. Et j'adore tomber sur des choses comme ça, mais c'est de l'ordre de la pépite. Là, on est sur du contenu très qualitatif. Oui. C'est difficile à produire, c'est difficile à faire. Faut quand même être réaliste. C'est dur à faire. Si on se prend à la dernière minute pour écrire la newsletter et qu'on lâche 3 recommandations de bouquins, on va pas y arriver. Il faut vraiment y avoir pensé un petit peu en avance pour avoir cette qualité, à mon sens. Alors, clairement, mais je pense que de toute façon, une newsletter, enfin, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout au long de cet épisode et du précédent, je crois que c'est pas un truc qu'on peut faire sur un coin de table en un quart d'heure. Enfin, les newsletters, on y passe pas mal de temps. Enfin, après, tout dépend de ce qu'on veut et de quelle importance on accorde à la newsletter. Mais moi, je pense que c'est hyper important à mon avis, et ça fait partie un peu d'un élément central de notre lien avec nos lecteurs. Et en cela, faut y passer du temps, faut faire de la recherche. Moi, je passe plusieurs heures à écrire ma newsletter. Donc ça, c'est un préalable indispensable. Maintenant, si vous vous sentez pas effectivement une âme de chroniqueur, il y a tout à fait d'autres choses. Alors bon, on a parlé en effet de notre quotidien. On peut parler de nos romans, on a le droit de le faire. Maintenant, je pense que c'est important, encore une fois, de ne pas faire de la pure promo. Si c'est juste mettre la couverture du roman et puis dire achetez-le, c'est pas très... Enfin voilà, encore une fois, on insiste toujours sur la qualité du contenu, même en période de promo. Alors pour ma part, encore une fois, je suis actuellement en promo, mes newsletters, elles tournent un peu autour du roman qui va sortir, et c'est normal, mais j'essaye d'aborder les choses de manière assez générale. Par exemple, dans la dernière, j'ai parlé des personnages, de la manière dont je construis mes personnages, de comment je m'en inspire, parce que certaines fois, c'est une inspiration de la vie réelle, certaines fois, ça va être une idée à partir peut-être d'un caractère que je veux mettre en avant, ou d'un message que je veux faire passer, où je vais quelquefois prendre un personnage historique et puis l'agrémenter à ma sauce. Donc tout ça, je trouve que c'est des choses qui sont assez intéressantes à raconter, mais qui sont larges, c'est-à-dire je ne parle pas que de moi, je raconte mon expérience, et aussi à travers mon expérience de lectrice aussi, pourquoi certains personnages, à mon avis, sont plus intéressants que d'autres, comment les construire. C'est une espèce de mix entre... Je parle de mon expérience d'auteur, mon expérience de lectrice. Je donne un petit peu des conseils sur ce que je pense être bien, mais je ne me contente pas de dire « Alors, dans Aurélien Loiseau, il y a un gars qui s'appelle Aurélien Loiseau. Achetez mon livre. » Parce que, non. Oui, ça paraît évident. Oui, ça paraît évident, mais j'écoute, ça, voilà. Non, mais c'est pour un petit peu, amener le fait que on n'est pas... Une newsletter n'a pas pour objet de forcer les gens à acheter le livre. Enfin, à mon avis, quoi. Alors forcément. C'est pas l'idée. Mais si, c'est l'idée. Oui, c'est l'idée, mais c'est pas la première idée. Mais pour amener les choses très simplement, pour se permettre
de dire un jour dans un épisode de newsletter, j'ai une nouvelle sortie, je pense que ça va vous plaire, peut-être aller chez votre libraire préféré et puis trouver mon bouquin. Pour se permettre de faire ça, qui est de la promo directe, il faut avoir envoyé beaucoup de contenu qualitatif, avoir une relation de confiance avec quelqu'un. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de qualité, c'est pour ça qu'on parle de contenu qui est différencié de la pure promo. C'est que pour pouvoir, on va s'en servir à un moment quand même pour faire ça, parce que ça marche bien. Bien sûr, bien ça sûr. marche bien quand les gens ils te font confiance et que tu leur dis j'ai un nouveau bouquin. Comme il y a cette relation de confiance et qu'il y a le côté sympathique, empathique, je l'aime bien cet auteur, je vais l'encourager, je vais aller acheter son bouquin. Oui. Il faut avoir gagné cette sympathie et cet élan d'empathie. Et pour faire ça, il faut partager beaucoup plus souvent que tu vas faire la promo. Mais c'est pas totalement interdit de faire de la promo. Non, alors c'est pas... Effectivement, t'as raison de me corriger, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Corrige pas. Mais si, tu me corriges. Je dis n'importe quoi. Bon, non, mais je suis absolument d'accord. Pour en revenir au contenu, alors tu as dit tout à l'heure que tes newsletters, elles sont de plus en plus longues. Enfin, elles sont longues, mais moi je les lis et elles sont de plus en plus longues. Oui, Et il y a une bonne raison à ça, c'est que tu prends du plaisir aussi à le faire. Et je pense qu'on en a parlé dans le premier épisode sur les newsletters. Clairement. Si tu veux que ça soit pas une sinécure, si tu veux que ça soit pas une tâche comme une tâche ménagère, il faut que tu aimes faire ça. Donc, mais ça va transparaître aussi. Si tu aimes faire ça, cet amour, il va être transmis au lecteur. Et donc, il faut trouver un sujet qui t'intéresse à parler. C'est ça aussi qui va créer le contenu, qui va te permettre de trouver du contenu à amener à tes abonnés. Et puis tu parlais de la structure et je me rends compte que de plus en plus, effectivement, dans mes newsletters, je les structure avec quelque chose de progressif. Enfin, et en effet, ça m'éclate parce que je peux... c'est comme d'écrire une nouvelle, en fait. Parce que moi, en plus, je fais beaucoup de storytelling dans mes newsletters. J'aime bien commencer par raconter une petite histoire et puis après, donc de trouver la petite histoire à raconter qui va me permettre d'amener mon sujet et je prends vraiment autant de plaisir que quand j'écris une nouvelle ou que j'écris de la fiction. Et là, on touche un peu le secret de ce côté qualitatif et de donner envie au lecteur de lire jusqu'au bout la newsletter. C'est qu'il faut faire du storytelling. Il faut construire sa newsletter. Alors, faut pas être basique. Enfin, on peut être basique et dire, il faut une intro, un milieu et une conclusion. Mais plus que ça, faut le penser comme on pense notre littérature et nos écrits de fiction. C'est-à-dire qu'il faut des rebondissements, il faut donner envie au lecteur d'aller jusqu'au bout de la newsletter. Donc, avoir une structure, ça nous permet ça. Et puis, placer des éléments de rebondissement, des twists, des choses comme ça, même s'ils sont mini dans la newsletter, ça va aider à faire ça et ça va aider à passer le contenu. Donc, il faut y penser un petit peu en amont. Ah oui, c'est vraiment quelque chose. Alors moi, je publie tous les 15 jours et alors j'avais caressé l'idée de passer à toutes les semaines et heureusement je sais me réfréner parfois en me disant non, tu vas faire une connerie, le fais surtout pas. Et je pense qu'en effet c'est pas possible parce que là je sais que là on enregistre, on est vendredi, moi je la sors un samedi sur 2. Heureusement que demain j'ai pas une newsletter à sortir parce que 2 semaines ça a été impossible. Et je commence déjà à réfléchir au contenu de ma newsletter assez rapidement après l'édition de la précédente pour savoir de quoi je vais parler, comment je vais en parler. Enfin c'est quelque chose qui s'anticipe autant que de raconter une histoire, enfin en tout cas pour moi. Après bien entendu vous êtes pas du tout obligé de faire aussi complexe et puis bon, moi j'ai la chance que je produis assez facilement. Après c'est pas le cas de tout le monde. Il faut pas que, tu l'as dit tout à l'heure, et effectivement il faut pas que ce soit une souffrance. Il faut pas s'imposer des trucs super complexes. Moi c'est vrai que sortir de 1000 mots pour ma newsletter, j'y arrive sans difficulté. Maintenant il y a beaucoup d'auteurs qui 2000 mots c'est ce qu'ils vont faire en 2 mois et à ce moment-là faites-le pour votre roman quoi. Clairement. Mais il faut quand même que ce soit qualitatif, sinon il vaut mieux pas faire de newsletter, je pense. Pour continuer sur le contenu, et tu l'as légèrement effleuré, je crois c'était pendant l'intro ou quelque chose comme ça, est-ce que tu
utilise du contenu graphique, images, photos de ce qui se passe, ce genre de choses. Est-ce que tu le conseilles ? Alors, il y a plusieurs manières de faire, et puis ça dépend aussi de la plateforme. Alors, je dirais que Substack étant une plateforme qui fait aussi blog, au minimum, il faut avoir une photo dans l'article qui va servir de vignette pour la newsletter quand elle va être mise sur le mur. Alors moi, je mets quelques photos effectivement dans la newsletter. Pas tant que ça, pour deux raisons. C'est que d'une part, je privilégie le texte et que d'autre part, après, c'est lourd au niveau. Bon, alors tu vas me dire qu'on peut trouver des moyens pour que ce soit moins lourd en poids de. Comment on appelle, Cyril ? Aide-moi. Aide-moi au lieu de me regarder dans la neutre. Laisse-moi galérer d'en montrer les machins, les pixels ou je sais pas. Tu as les bons mots. Le poids de la newsletter, il va être moins important si tu ne mets pas d'image. Le texte est beaucoup plus léger à transmettre par email qu'une image. Bon, bah j'étais bien là. T'étais bien. J'étais bien. Donc, comme je l'ai dit en amont, effectivement, quand j'ai effleuré le fait en parlant, je crois, des réseaux sociaux et en disant que moi, ça me pesait un petit peu de... Enfin, ça me pesait. Ça me pèse sans me peser, mais je trouve que passer du temps sur les visuels, c'est pas ce qui me branche le plus et je préfère passer du temps sur le texte. Donc moi, dans ma newsletter, j'ai des photos qui sont simples, en fait. Photos de ma tête. C'est souvent... Je fais des selfies où je montre quelque chose qui est en lien avec ce que je raconte, ou alors... un paysage ou X, mais pas, oui. C'est pas prioritaire. Toi, t'en mets pas, toi, quasi. Ma question, c'était plus quel est le but, puisque t'en mets ? Même si t'en mets de moins en moins, il y a des selfies, il y a des choses comme ça. Alors, je pense qu'il y a... Moi, comme on l'a dit, ma newsletter est assez longue, et je pense que c'est bien pour l'œil de pouvoir aussi se reposer de temps en temps avec un visuel. De la même manière, je joue... Alors, Substack est assez minimaliste sur les possibilités de oui, en design, général. et puis c'est pas plus mal, je pense aussi, parce que si on a une newsletter avec des couleurs dans tous les sens, etc., c'est un petit peu trop. Mais de jouer sur les titres, de mettre certaines phrases en gras, certaines phrases en italique, de faire voilà, des choses qui fasse pas un texte un peu monobloc, qui, encore une fois, quand il est long, peut être relativement rébarbatif, et c'est aussi pour ça que je mets des photos pour illustrer un petit peu et peut-être faire alléger. C'est un petit peu la même fonction que quand on commence la lecture et qu'on est ado, on aime bien les livres avec des illustrations, quoi. C'est probablement la meilleure raison que j'ai entendue jusque-là. Oh bah, je suis contente alors. Voilà, c'était quoi les autres raisons ? Ça tient souvent à l'idée de se rapprocher et donc de l'abonné, de rentrer dans le côté familier, pardon. Et donc de partager du backstage, quoi. Moi en train d'écrire mon jardin, enfin, etc. Ouais. Donc il y avait ces idées-là auxquelles j'adhère pas forcément. Le fait d'aérer graphiquement, moi, comme je te dis, c'est probablement le meilleur argument. Je suis abonné à une autrice de fantasy fantastique. Je ne sais plus son prénom, V.E. Schwab, oui. Qui fait des trucs très très longs en termes de newsletter. Et elle met des images pour aérer, justement, je pense. Parce que les images, c'est en gros toujours son chat. Ouais. Donc, très peu d'intérêt. Bon, le chat est joli, tout le monde aime les chats. Oui, tout le monde aime les chats, c'est au-delà une de bonne ça, stratégie. À part les gens abonnés au comité contre les chats, mais à part... Oui, mais c'est pas nos amis, eux. À part les gens qui ont une carte du CCC, tout le monde aime les chats, donc ça passe bien, mais en fait, ça n'apporte rien à la newsletter. Non. Donc, mais à part ça, de l'aérer graphiquement, pourquoi pas ? Ou de mettre des... Alors moi, je fais un petit peu de temps en temps, mais j'en abuse pas parce que ça me saule quand les newsletters qui en abusent, mais il y a les GIFs aussi, les petites images animées. 13 années 2000, on va dire. Oui, bah, écoute, en même temps, mais c'est cool. On peut pas nier que... Voilà. Mais moi, j'en mets un de temps en temps, parce que des fois, quand il est bien adapté au texte, c'est assez rigolo. Après, je trouve en tant que lectrice que quand la newsletter est truffée de GIFs, c'est beaucoup, c'est trop. Mais c'est totalement personnel, j'en mets un au max. Parce que j'ai trouvé la manière de faire, j'ai mis très longtemps à comprendre comment on mettait un GIF. Donc j'étais super fière. Donc maintenant j'ai compris comment mettre un GIF dans ma newsletter, je le fais de temps en temps. Voilà. Bien.
Je me retiens beaucoup de ne pas rentrer dans une polémique internet, GIF et GIF. Oui, alors chocolatine, pain, chocolat. Ouais, alors j'ai hésité. Donc on clôt ça tout de suite. On arrête, on fait pas. C'est ça, ne tombe pas. Et toi, les images, comme je disais, mais je crois que tu m'as pas répondu. Enfin, c'était pas vraiment une question, mais je crois que tu n'en as pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. J'aime bien quand même illustrer. Je fais un tout petit travail de curation. Je recommande, si ça a été le cas moi j'en fais une mensuelle. Si ça a été le cas dans le mois ou les 2 mois précédents que je suis tombé sur une série, un film, une musique ou un bouquin que vraiment j'ai apprécié et que donc je vais apprécier de recommander à mes abonnés, ben ça j'aime bien l'illustrer. Donc je vais peut-être passer la couverture d'un bouquin ou l'affiche d'un film, etc. Puis ça permet d'aérer un petit peu, effectivement. Sinon, c'est très dense. Mais sinon, non, j'ai tendance à pas trop en mettre. Ouais, j'ai l'impression, enfin, dans mon souvenir de tes dernières newsletters, je crois qu'il n'y en a aucune où, par exemple, il y a ta tête, justement, en train de... Enfin, non, j'aime pas ma tête, du coup, je la mets pas. Si, je crois que tu en as fait une où tu as montré ton fameux tableau, là, ton tableau avec tous tes liens. Ah oui, ça date, effectivement, voilà, j'ai fait ça. Le but était de montrer le tableau, en fait. Je crois qu'il y a ta tête. Non, mais par exemple, collector. J'en prépare une sur, et je prépare plusieurs articles sur les carnets et les notes qu'on y prend. On montre toujours nos carnets avec la couverture, un stylo, etc., mais jamais ce qu'il y a dedans. Et parce que je préparais un article sur la genèse, la toute première idée. Comme j'ai des carnets depuis très longtemps, j'ai pu retrouver des années en arrière probablement la première note qui m'a amené à écrire tel ou tel bouquin. J'avais envie de partager ça, donc je vais faire des scans ou des photos de la page intérieure, en barrant la liste de courses parce que c'est pas intéressant, mais donc peut-être que j'insérerai ce genre de choses, effectivement, mais c'est principalement du texte, ma newsletter, oui. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé dans des newsletters dans le passé. J'avais fait, pour les Emma, j'avais partagé, c'est un peu en mode autodérision, parce que j'avais fait des brouillons pour mon illustratrice de ce que je voulais pour la couverture. Et au moment il y a toujours une newsletter où je montre en avant-première la couverture, ça aussi est une idée de contenu. Et je fais souvent ce que moi j'ai proposé à l'illustratrice d'abord. Donc je montre mon pauvre dessin absolument épouvantable, voilà. Et après, elle a vachement de talent parce que à partir de ce torchon, regardez ce qu'elle a fait. Et moi, j'aime ça, je trouve ça assez rigolo. Donc, je les garde précieusement, mes petits brouillons terribles. Et effectivement, elle a du talent parce qu'elle arrive à sortir quelque chose de chouette à partir de ce que j'ai essayé d'ébaucher. Tu voulais aussi parler contenant. Alors attends, je voulais dire sur le contenu, il y avait un dernier truc dont je voulais parler que moi je fais un petit peu de temps en temps et que je trouve assez intéressant à faire, c'est de solliciter les abonnés et de leur demander leur avis ou même de les faire participer dans une certaine mesure à l'élaboration du roman. Moi en tout cas, c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises, que j'ai apprécié de faire en tant qu'auteur et que j'apprécie également en tant que lectrice, ou quand on me sollicite. Dans Substack, il y a une fonction sondage où on peut proposer des sondages sur tout et n'importe quoi, mais qui sont assez intéressants. Enfin, c'est toujours sympa, pas en clic, oui ou non. Donc, c'est une interaction ou même des interactions un petit peu plus poussées. À plusieurs reprises, moi, j'ai fait, pour le dernier tome d'Emma Paddington, j'avais demandé à mes abonnés de me proposer des créatures, des idées de créatures. Donc j'avais fait toute une petite fiche personnage de créatures avec proposez-moi le nom. Emma Paddington, c'est de l'urban fantasy et il y a toujours des créatures un peu folkloriques, type crocodile à 2 têtes et autres. Donc j'avais dit lâchez-vous, proposez-moi des choses. Et en fait, je m'attendais pas à un tel engouement. Donc, j'ai eu plein d'idées super. Donc j'ai carrément fait une armée des créatures qui intervient en groupe. C'est un espèce de petit bataillon et c'est toutes des créatures qui m'ont été suggérées par mes abonnés, que j'ai gardées. Alors des fois, il y en a certaines, j'ai un peu aménagées, mais il y en a d'autres, j'ai carrément gardées. Et puis en plus, après, c'est chouette parce que ça fait une jolie interaction avec les abonnés. Et puis après, je les ai évidemment remerciés dans les remerciements.
voilà, dans le bouquin. Et donc ils sont contents parce que vraiment c'est quelque chose, je leur ai demandé et je l'ai effectivement utilisé, et puis c'était chouette, et puis ils ont eu des super idées. Et je l'avais fait aussi pour le frisson, enfin à l'origine c'était pour le frisson, puis finalement je l'ai pas utilisé pour ça, mais pour un de mes frissons suisses qui est une collection dans laquelle j'écris chez Ozu en jeunesse, et la caractéristique c'est que chaque roman se passe à un endroit bien défini de Suisse romande, et j'avais l'histoire, mais j'avais pas forcément le lieu. Donc j'ai demandé aussi à mes followers s'ils pouvaient me... Bon, là, ça concerne évidemment plus les gens qui vivent en Suisse. S'ils pouvaient me suggérer des endroits qui seraient intéressants, avec telle caractéristique, où est-ce que je pouvais localiser l'action. Et là aussi, les gens sont vraiment très contents de participer et d'avoir à la fois cette interaction potentielle dans la genèse du roman, et puis même d'avoir une interaction avec nous en fait, et d'être partie prenante de la création, même si on n'utilise pas forcément ce qu'ils disent, mais je trouve que c'est chouette, enfin faire vraiment interagir, et dans le même ordre d'idée, bon, on l'a déjà dit je crois dans le premier épisode, mais de toujours répondre quand les gens prennent la peine de répondre à la newsletter, leur répondre et puis rebondir sur ce qu'ils disent. Enfin, on est là pour créer du lien. Et c'est important. Mais ça, c'est quelque chose que j'utilise peut-être pas suffisamment d'ailleurs, mais voilà, proposer aux gens de participer, ils sont toujours super enthousiastes. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Top. Alors, c'est pas du contenu que tu peux imaginer dans ta structure, c'est plutôt du contenu exceptionnel, parce que tu en as besoin qu'à un moment donné, etc. Tu peux pas le faire à chaque newsletter, mais c'est intéressant. Oui, après, quand on parle de structure, alors tout dépend, c'est-à-dire qu'on peut avoir une structure super cadrée du type, je crois que c'est un peu ce que tu fais, quoi. Dans la première partie, je vais forcément vous partager avec vous, mon quotidien d'écriture depuis la dernière newsletter, qu'est-ce que j'ai fait. Dans ma deuxième partie, je vais vous parler des livres que j'ai lus, et dans ma troisième partie, je vais vous parler des salons auxquels je vais me rendre, par exemple, et avoir cette structure un petit peu... Alors, je ne veux pas dire rigide parce que ça semble péjoratif, mais en tout cas un peu immuable, où en effet ce sera plus difficile d'intégrer un contenu exceptionnel comme celui que je viens d'évoquer. C'est pour ça que je structure, mais je structure de manière beaucoup plus souple. Donc après, selon le numéro... puis en plus, là, en ce moment, je fais tellement du storytelling long que je ne vais pas faire un deuxième chapitre, parce que voilà, donc ça dépend un peu ce qu'on fait, mais je crois qu'il faut à la fois être structuré, mais être un petit peu souple, et puis s'autoriser quand on a envie de parler d'un truc qui sort un peu de l'ordinaire, pas se l'interdire parce que ça rentre pas dans les cases, quoi. Enfin, moi je pense, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'en fait ça correspond à nos personnalités, c'est juste ça. Oui, donc, totalement. Toi, il y a une structure, mais elle est plus fluide. Ouais, moi c'est le bazar. Voilà, c'est ma personnalité, désolée. C'est pas ce que j'ai dit, mais bon, tu peux le traduire comme ça. Et puis moi, j'ai besoin d'un peu plus de structure, et ça se traduit dans ma newsletter aussi. Puis il y a le partage aussi. Et j'ai encore un autre truc que moi je fais de temps en temps. Ouais, je sais. Bon, au pire, on parle pas du contenant, on fait un troisième épisode. Bon, il y a encore un autre truc que j'aime bien faire, que j'ai pas fait depuis longtemps. Je faisais plus quand je faisais régulièrement des ateliers d'écriture, mais c'était proposer des petits jeux littéraires à mes abonnés aussi. Par exemple, alors c'était souvent, je partageais avec eux des exercices que j'avais fait en atelier d'écriture, et je leur proposais de faire l'exercice. Et moi, je leur disais, admettons, je leur montre une photo, je leur donne les consignes que j'ai données à mes élèves pendant l'atelier d'écriture, et puis je partage avec eux le texte que moi j'ai écrit. Parce que quand je faisais mes ateliers d'écriture, je faisais les exercices en même temps que mes élèves. Parce que c'était vraiment de l'écriture créative et c'était pas des cours, quoi. Et je leur propose de faire l'exercice, et puis s'ils le souhaitent, de m'envoyer leur texte, ou maintenant de le partager, enfin. Et c'est sympa, et je sais que il y en a qui, plusieurs de mes abonnés qui aiment beaucoup, qui me renvoient leur texte assez souvent, ou qui me le renvoient pas mais qui me disent qu'ils l'ont fait, qu'ils le gardent pour eux par discrétion, par modestie, voilà, c'est pudeur. Pas du tout par pudeur, c'est le terme que je cherchais, je te remercie, et c'est très bien, mais qui prennent beaucoup de plaisir aussi à ça. Ça aussi, c'est une idée de contenu.
Voilà, ça y est, j'ai fini le contenu. C'est bon, on peut passer au contenant. Vas-y. Alors non, justement, parce que... vas-y, bon. Qu'est-ce que tu voulais dire par contenant ? Je sais plus, justement, c'est pour ça que je te proposais de parler. Dans le premier numéro, on a parlé des outils. Donc, est-ce que tu fais une différenciation entre les outils qui nous permettent de créer la newsletter et le contenant ? Parce que pour moi, le contenant, c'est un email, en gros, quoi. Ouais, et puis, en effet, tu as raison. Moi, je crois qu'on en a parlé dans le premier épisode, et puis on en a un petit peu parlé... En fait, on en a un peu parlé dans cet épisode quand on a évoqué à propos des images, d'aérer, de travailler un peu son design, mais pas trop. C'était dans la ce forme, sens-là. Ouais. Voilà, d'utiliser éventuellement des templates, des choses qui existent. C'était juste ça. Oui, on peut débroussailler quand même, c'est-à-dire que c'est ce qu'on vient de conclure, c'est que la newsletter, elle doit vous correspondre en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'elle doit vous ressembler. Si vous êtes fouillis, ADHD, partir dans tous les sens, pourquoi pas écrire écrire un truc qui part dans tous les sens et qui est vraiment votre personnalité. Si vous êtes très structuré, faites un truc très structuré. Ce qu'il faut en fait, c'est garder une certaine cohérence, puisque encore une fois, on revient sur la confiance que l'abonné nous octroie. Il faut essayer d'y répondre. Et donc, si votre newsletter elle est très structurée, essayez de garder cette structure tout au long de la durée de vie de la newsletter. Pourquoi pas ? Avec un design, je pense que ce qui est aussi important, alors si vous avez un écosystème, si vous avez un site, si vous avez des réseaux, si vous avez une signature automatique dans vos mails, que sais-je, enfin de garder un minimum, une cohérence pour qu'on puisse retrouver de l'un à l'autre. Et il n'y a pas besoin de faire compliqué. Hein. Ça peut être une image qui est toujours la même d'intro, ça peut être une signature. Moi j'ai un code couleur, un petit par peu exemple. tout bête. J'utilise les mêmes couleurs pour mes boutons sur Substack que sur mon site. Enfin, des choses qui sont ultra simples, mais qui permettent d'avoir des petits repères. Je pense que ça donne la petite touche un peu pro, en fait, je pense, qui est quand même là aussi. Comme tu disais tout à l'heure, on parle de confiance, et puis si tu t'adresses à quelqu'un qui est professionnel, qui fait pas n'importe quoi, qui change pas de design de newsletter toutes les 2 secondes, t'as plus envie, quoi, ou qu'il n'y en a pas. Mais il faut pas, je pense qu'il faut pas non plus tout donner pour ça. Le design, et c'est les mêmes considérations sur le site, je pense que le design c'est important pour avoir ce côté identitaire et puis tout de suite repérer que c'est la newsletter de Cyril parce qu'il y a ton logo, mais puis après ce qui compte c'est quand même le contenu. Absolument. Donc ça je pense que c'est important. On a un peu tout. Donc, on va conclure. En vérité, oui, concluons. Vous aurez compris que, en tout cas sur Duo de Plume, on pense que c'est un des outils les plus importants, les plus intéressants à l'heure actuelle, et qui est un vieil outil, mais qui est un outil d'avenir, pour toutes les raisons qu'on a dit en introduction, et notamment le déclin des réseaux sociaux tels qu'on les connaît, le déclin des algorithmes, et la pollution à la fois politique, mais aussi du contenu généré par les langages, les grands langages, les grands modèles de langage, les LLM en anglais, donc les IA. Ah, d'accord, je cherchais ce que c'est. Oui. Parce que c'est de plus en plus pollué par ça, et donc on a du mal à faire ressortir notre contenu. Donc c'est un outil à ne pas négliger. Je pense que moi je dirais indispensable. Et, moi aussi. Et maintenant, j'espère que vous avez un peu plus d'outils justement pour l'utiliser au mieux. Et d'idées. Donc n'hésitez pas à nous en faire part, à venir nous dire sur les réseaux, en commentaire, sur les plateformes, en mail, comment peut-être vous procédez-vous. Si l'épisode vous a aidé, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes que ça pourrait peut-être aider.
Et si nos univers vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on n'en a pas pour du haut de plume, parce qu'on avait caressé aussi cette possibilité. Puis pour l'instant, c'est vrai aussi pour des questions de temps, je crois qu'on a, on a chacun nos newsletters que vous pouvez trouver sur nos sites respectifs. Et, Après, si vous êtes 200 à nous réclamer une newsletter, on y pensera sérieusement. Mais absolument, en attendant... oui. Alors n'hésitez pas non plus si c'est quelque chose que... Bon, on le fera un jour peut-être. Voilà. Un jour. Merci Catherine. Merci Cyril. On se retrouve dans 15 jours. Salut. À dans 15 jours. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.